nous avons démarré en retard. Beaucoup de nos bases sédimentaires ne sont pas encore mises à valeur, ce qui justifie que nous sommes en retard. Donc, mais je ne vais pas vous couper, monsieur le ministre, mais le maréchal Mobutu avait commencé avec CEP. Il y avait déjà des Italiens chez nous. Ça fait plus de 10 ans que le chef de l'État, Joseph Kabila, est là. Vous venez d'arriver. Pourquoi votre ministère n'arrive pas à rentabiliser notre sous-sol pétrolier et gazeux? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des hommes, il nous manque une législature claire, ou il nous manque de la bonne volonté? La volonté y est. La preuve, c'est que le chef de l'État a fait des hydrocarbures un ministère autonome pour qu'il soit plus efficace, au lieu de constituer, comme par le passé, l'annexe du ministère de l'énergie ou des mines. Il faut maintenant une législation claire. Jusque-là, on était régi par des textes que je qualifie aussi annexes. Prenez l'ordonnance loi de 81 qui porte la législation générale des mines et hydrocarbures. À mon ministère, on avait réservé que 2 ou 3 titres de 3 pages. À votre ministère? Oui, parce qu'à ce moment, le ministère était pratiquement une sous-direction du ministère de l'énergie ou des mines. Maintenant que nous sommes autonomes, nous sommes en train de préparer avec l'Assemblée nationale la loi qui fixe le code des hydrocarbures. C'est sur base de ce texte de loi que les contrats seront discutés, attribués proprement. Merci beaucoup. On va justement commencer avec les journalistes. Jacques Moulouba, aux dernières nouvelles, RTNC. Venez nous rejoindre, qui est l'habitué de cette émission et qui n'en parle surtout pour la langue dans sa gauche. Prenez votre micro et je vous confie les ministres. Vous avez 15 minutes. Merci, monsieur le ministre. Une question en termes de prélude. Ça fait bientôt plus d'une année que vous êtes à la tête de ce ministère. Qu'est-ce qui peut être considéré aujourd'hui comme vos acquis? Si vous étiez demandé de brosser un bilan, qu'est-ce qu'on peut considérer comme des actions ou une pensée que vous, personnellement, vous avez initiée qui peut faire en sorte que demain, s'il y a remaniement, je ne le souhaite pas pour vous, que ça puisse rester comme un acquis dans votre secteur, tenant compte de votre feuille de route? À notre avènement à la tête de ce ministère, nous avons trouvé tant de dossiers qu'il fallait assainir. Il y avait beaucoup de dossiers qui étaient mal traités. Il fallait y mettre de l'ordre. Ça se concerne pratiquement le suivi du dossier. Dans le secteur pratiquement de l'amont pétrolier, où il faut parler de la production, exploration, production, au niveau du ministère, nous avons établi une politique claire, consistant d'abord à inventorier toutes les sociétés qui ont bénéficié de contrats de partage de production pour garantir un suivi normal des activités d'exploration. Parce que l'exploration, c'est indispensable avant toute production. C'est comme cela que nous avons d'abord fait un état de lieu de tous les bassins côtiers et de Grand Ben Albertine. Parce qu'il s'agit de 2 bassins qui sont encore attribués. Tout à l'heure, j'ai vu sur les génériques que vous avez parlé de gaz, méthane et consorts. Oui, lac Kivu. Les Rwandais l'utilisent déjà, enfin l'exploitent déjà, et nous on est à la traîne. À ce niveau, nous avons défini un cadre réglementaire pour une exploitation sécurisée du lac de gaz méthane, dans le sens que dès que nous sommes arrivés à la tête du ministère, nous avons fait une grande réunion avec les experts du ministère et des autres ministères. On a fait appel à des experts étrangers. Nous avons élaboré ensemble un cahier de charge qui constitue pratiquement le précepte à respecter par toutes les sociétés qui vont manifester l'intérêt d'aller exploiter les gaz méthane de lac Kivu. Bien après, nous avons soumis au Conseil des ministres un projet de décret
qui a été adopté par le Conseil des ministres et signé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui fixe le cadre d'abord général de l'exploitation des hydrocarbures gazeux en République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a aucun texte, ni légal ni réglementaire. C'est en vertu de ce décret que nous avons pris l'arrêté pour pouvoir fixer le principe à respecter pour l'exploitation du gaz. Nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons fait le découpage de lacs qui vont en concession gazière. À l'étape où nous sommes, je pense que vous suivez sur la RTN, c'est l'appel d'offres. Nous allons trier la société qui convient pour commencer à exploiter le gaz. En toute transparence, avec appel d'offres, en respectant le code d'accession au marché public. Bien sûr. Jacques Moulouba. Voilà, monsieur le ministre, je vais maintenant éventrer les boas. Je vais parler du pétrole au parc Virunga. Le dossier est fait mouche. La République démocratique du Congo, le gouvernement donc, avait autorisé l'entreprise Soko à faire les travaux d'exploration du pétrole dans le parc. Mais vous le savez, le Fonds mondial pour la nature, beaucoup d'autres ONG, Y compris les Allemands, il paraît. Même le Parlement britannique s'y oppose, puisque le parc de Virunga, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est classé tel quel. Le gouvernement s'était rétracté un peu, mais il semble que le gouvernement a autorisé Soko à faire l'exploration aérienne. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Va-t-on explorer le pétrole au parc Virunga ou le site sera maintenu tel quel? Le gouvernement n'a pas encore autorisé l'exploration par voie aérienne, comme vous le dites. Il y a bien sûr un contrat de partage de production signé avec la société Soko et Dominion, qui a été approuvé par l'ordonnance présidentielle. Le gouvernement a fixé comme préalable, il faut que la société puisse produire l'étude de l'impact environnemental pour nous convaincre que s'il advenait qu'il faut que je donne le permis, parce que l'exploration, production pétrole se fait sur base de permis délivrés par le ministère des Hydrocarbures. Soko a bénéficié de l'autorisation du ministère de l'Environnement pour mener ses enquêtes de recherche. Jusqu'à aujourd'hui, Soko n'a pas votre agrément pour faire de l'exploration. N'a pas encore donné le permis. Est-ce que le ministre... Allez, je vais poser la question comme les communs des mortels. Est-ce que vous obtempérez aux injonctions des Allemands, des Britanniques et de ceux qui ne veulent pas que les richesses du Congo profitent aux Congolais, notamment dans le parc? J'ai reçu beaucoup d'organismes internationaux ou nationaux qui protègent le parc. Je suis en contact permanent avec l'ambassadeur de l'Allemagne. J'ai reçu dernièrement le vice-président du caucus de Bundestag. Nous avons échangé, on a discuté sur ce que le parc rapporte pour la République démocratique du Congo en général et la contrée en particulier, et ce que le pétrole peut rapporter aussi. Nous faisons une étude comparative. Nous avons beaucoup de contacts avec le monde entier dans le secteur. Nous savons que l'exploration ne signifie pas destruction de parc. On peut bien explorer proprement sans nécessairement détruire l'écosystème. L'aérogravimétrie dont on fait allusion, c'est par voie aérienne. Goma, Beni, Butembo, c'est relié par voie aérienne. Ça n'a pas détruit le parc, ni fait fuir les animaux quand le passager voyage. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais il faut que je pose cette question. Je vais vous laisser conduire, je vais vous laisser continuer. Le Congolais, notamment des Beni Butembo, de cette partie de la République, qui souffre aujourd'hui, qui est pauvre, dont les richesses sont là, le gaz, le pétrole, et qui se voit tout ceci retardé parce que les Allemands, qui ne sont pas des Congolais, jusqu'à preuve du contraire, influent auprès du ministre pour que ça ne s'efface pas. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ils peuvent influer au niveau du ministère de
l'environnement. Mais moi, je sais que je dois, dès que les conditions de l'environnement sont remplies, nous devons chercher à savoir ce que nous avons comme richesse dans le sous-sol, de sorte que nous puissions discuter dossier sur table. Ceux qui veulent protéger l'environnement, à contrepartie, pourront me donner l'argent que je pourrais tirer du pétrole. Et dans le cas contraire, nous allons discuter encore davantage. C'est l'UNESCO qui est là, monsieur le ministre. C'est l'UNESCO, c'est les Nations Unies. Vous allez tenir tête par rapport à cette exigence, à leur exigence. Tout le monde n'est pas membre de l'UNESCO. Il y a des pays qui ne font pas partie. Je ne sais pas si les États-Unis y sont rentrés. Ils s'étaient retirés. Donc, ce sont des richesses que nous devons d'abord évaluer pour nous permettre de nous prononcer. Si on trouve une quantité économiquement non exploitable, nous allons garder le parc. Mais si la quantité est valable, le gouvernement sera saisi après l'évaluation par mon ministère pour que nous puissions décider de ce que nous allons faire. Vous suivez les informations, je suis sûr que vous avez appris ce qui s'est passé à l'Équateur, en Amérique latine. Oui, absolument. Je ne voudrais pas aller dans le détail. C'est-à-dire que le pays, tout simplement, s'est rétracté, se rendant compte que les échanges ou la compensation promise n'avaient pas eu lieu. Est-ce que, je vais peut-être laisser encore une ou deux questions à Jacques, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le ministre, que ces ONG, ces lobbies, on va dire, pro-environnemental, oui, ont pour mission d'empêcher les pays du tiers-monde que nous sommes, enfin les pays en développement, de ne pas engranger suffisamment de revenus pour qu'on soit un peu assujetti à leurs dettes? C'est l'impression que j'ai, monsieur le journaliste. Parce qu'il n'y a pas un mois que j'ai envoyé une équipe du ministère des hydrocarbures et de l'environnement en Ouganda. Nous avons vu une société en train de, après la gravimétrie, la sismique, et faire le forage au parc. Pourquoi ça prend dans la RDC si nous essayons? Merci beaucoup, Jacques. Je poursuis, monsieur le ministre. Cette fois-ci, je vais au plateau ou à l'exploitation pétrolière, au plateau continental. Un litige oppose la République démocratique du Congo à l'Angola, en ce qui concerne l'exploitation du pétrole. Et l'Angola devrait verser certains droits à la République démocratique du Congo, conformément à la convention de Montego Bay. Mais jusqu'à ce jour, rien ne fait, semble-t-il. Il y a même eu une commission qui a été mise en place, une commission parlementaire qui allait parler de ces dossiers au niveau des Nations Unies. Mais on apprend qu'il y a eu des arrangements à l'amiable entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Si tel est le cas, pour quel dividende pour la RDC? Ou en d'autres termes, quelle est la vraie situation de ce problème entre les deux pays? En principe, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est mieux placé pour répondre à cette question, parce que c'est lui le président de la commission. Le ministère des hydrocarbures est membre. Je peux dire un mot. C'est un conflit frontalier. Lorsque on se dispute la limite entre deux pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la compétence. Le ministère des hydrocarbures est membre parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, bien sûr, parce qu'il y a la richesse en dessous de l'océan. En deuxième lieu, la délimitation de la limite des deux pays nécessite une technologie pratiquement que seul le ministère des hydrocarbures est capable de faire les éléments de recherche au niveau de la bathymétrie et consorts. Pour revenir à votre question, il n'y a jamais eu compromis pour... L'Angola nous doit ou pas de l'argent? Ils ont commencé à payer ou ça tarde? L'Angola a commencé à exploiter sur la partie que nous estimons faire partie de la RDC
avant que le problème ne soit posé.